bien rester dans le contexte, il y a les événements de Charlie, et à partir de là, le débat s'est mis en place avec ce que vous dites, un vieux discours, avec des grilles de lecture. Mais après, ce discours, il a continué d'évoluer avec le 13 novembre, parce qu'il y a des choses nouvelles qui se sont... Oui, alors, enfin, des choses nouvelles et des choses anciennes, hein, c'est-à-dire que quand on dit grille de lecture déjà là, ça veut dire qu'on reprend une analyse qui existait déjà avant. Et moi, je crois que beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, si vous voulez, cette souffrance, je crois qui est la mienne, hein, je ne le nie pas, est éprouvée par d'autres. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est coincé par une série d'intimidations qui nous sont lancées. Ou vous pensez comme ça, ou vous pensez autrement. Mais c'est jamais dans une prise en charge de la complexité. Or, il me semble que justement les choses sont pas simples. Prenons la question de ce qui s'appelle l'islamophobie. Il faudrait choisir entre lutter contre l'antisémitisme ou lutter contre ce que certains appellent l'islamophobie. Mais non, il faut lutter contre les deux. Si vous voulez. Et moi, je pense que l'antisémitisme est scandaleux, s'en prendre aux musulmans en tant que tels, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font, est scandaleux aussi. C'est ça le racisme. Hein, mais d'un autre côté, en effet, autant il ne faut pas mettre tous les musulmans dans le sac du terrorisme, mais en même temps, on ne peut pas non plus considérer que tous les gens issus de l'immigration et tous les auteurs des attentats sont juste des victimes. Parce que c'est les déresponsabiliser, c'est même les humilier, je trouve, que de ne pas leur donner la responsabilité de leurs actes. Donc certains ne sont que des victimes, mais tout le monde n'est pas qu'une victime. De même, dans d'autres... Prenons la question qui est celle qui a énormément été débattue et qui l'est toujours dans le cadre du mouvement féministe, la question du voile, par exemple. Bon. Eh bien, moi je pense que on a le droit, les filles qui portent le voile ont en effet le droit de porter le voile, mais si on est contre le voile, on a le droit aussi de ne pas être qualifié de raciste parce qu'on est contre le voile. Et en réalité, c'est pas ça qui se passe. Ou vous êtes pour le voile, ou vous êtes contre le contre. Et si vous êtes contre, pour les uns, vous êtes raciste. Si en même temps vous essayez de comprendre pourquoi certaines portent le voile, on va tout de suite vous accuser d'être complice de l'islamisme. Or, il faut sortir de ce qui sont pour moi des pièges, des intimidations, pour essayer de comprendre ce qui... Comprendre, ça n'est pas excuser, contrairement à ce que hélas dit maintenant le Premier ministre. Essayer de comprendre ce qui se passe dans un pays, dans une société, c'est juste l'analyser. Ça n'est pas dire... ça n'est pas l'excuser. Donc, je crois que... il y a une espèce de perversion du débat, une pollution du débat sur la scène publique. Encore une fois, noir ou blanc. Or, c'est pas ça. On ne débat pas quand on est renvoyé à des oppositions systématiques. On débat quand on essaie de s'emparer de la complexité du monde. Alors, je vous rejoins complètement. Sauf que ce qu'on observe sur la scène médiatique, c'est que c'est souvent les mêmes qui prennent la parole et qui en font un peu leur commerce de tout ça. Et puis finalement, je trouve qu'ils ne rendent pas service du tout à ce que les uns et les autres réfléchissent avec subtilité. Ils sont aussi responsables, ces gens-là. Je cite personne, ils sont cités dans le livre, ils sont... La scène médiatique, comme vous savez, je suis entièrement d'accord avec vous, la scène médiatique est monopolisée par quelques personnes, permettez-moi de le dire, en particulier du sexe masculin, en plus. Pas extrêmement jeunes. Je ne fais pas de jeunisme ni d'anti, je ne suis pas non plus moi de la première génération, bien évidemment. Mais il y a une espèce de concurrence pour conquérir un espace médiatique. Et une fois qu'il est conquis, comme toute conquête, il faut le défendre. Donc c'est tous les jours. J'utilise dans mon livre cette formule, je dis... la formule de Zola, nulla dies sine linea, hein, ce que disait, pas un jour sans écrire. C'était la ligne de force de Zola pour travailler. Je plaisante en disant, pour certains, c'est nulla dies sine media.
C'est-à-dire que c'est tous les jours, ou presque, qu'il faut avoir accès à tel ou tel média. Et vous voyez bien, vous le savez comme moi, comment ça fonctionne. Si on est invité chez les uns, on est aussi invité chez les autres, parce qu'il y a comme ça une espèce de... Est-ce que je vais dire de paresse, je ne sais pas, mais en tous les cas de mimétisme journalistique et médiatique qui fait que c'est comme la richesse, quoi. On ne prête qu'aux riches. Ben, on ne prête qu'aux riches médiatiquement aussi. Ensuite, vous parlez aussi du mot genre. Alors le mot genre, comment ne pas en parler? Comment ne pas en parler, puisqu'on a eu quand même, de manière, alors moi, j'étais éberluée, hein, de voir comment, quand il y a eu les débats sur une tentative de ce qui s'est appelé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire essayer de, quand je dis essayer, ça fait des années, hein, que dans l'école, que l'école a pour mission en effet de défendre l'égalité femmes-hommes, et au moment où ces ABCD ont donc été proposés par les deux ministres de l'époque, Peillon pour l'éducation nationale et Najat Vallaud-Belkacem pour les droits des femmes, il y a eu une levée de boucliers. Et ça m'a fait penser à ce que Simone de Beauvoir raconte quand elle a sorti Le deuxième sexe, où elle était absolument éberluée de ce qu'elle entendait. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de critiques. Et ben moi j'ai été... toute proportion gardée, hein, je ne me compare pas à Simone de Beauvoir, bien évidemment, mais j'étais tout à fait étonnée que des intellectuels, alors ayant pignon sur médias et considérés comme des penseurs, comme des académiciens d'Académie française, puissent dire autant de bêtises sur quelque chose qui était au fond tout à fait banal. Hein. Par exemple, penser que parce qu'on allait faire des approches de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, on visait à remodeler l'humanité, comme nous l'a dit par exemple Alain de Finkielkraut, remodeler l'humanité. Il ne s'agissait pas de dire il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Il s'agissait de dire il y a plusieurs façons d'être petite fille, comme il y a plusieurs façons d'être femme, il y a plusieurs façons d'être petit garçon, comme il y a plusieurs façons d'être homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essence de la féminité ou de la masculinité. Et heureusement, hein, que vous n'êtes pas, vous avez votre manière d'être homme, et puis d'autres, ça sera autre chose, etc. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Si tout le monde est pareil, c'est pas. Alors, il ne s'agissait pas donc de nier la différence des sexes, il s'agissait de dire qu'une partie était naturelle, évidemment, et qu'une autre partie était sociale et historique. De même que on s'habille pas de la même façon aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, on s'habille pas de la... Bon, moi, je fais partie de cette génération qui n'a pas connu l'école mixte à l'école primaire. Bon, après, il y a eu l'école mixte. Bon, ben, ça n'a pas... C'était une révolution et en même temps, ça n'a pas empêché qu'il y ait des garçons et des filles. Donc, j'étais très étonnée de ça, de cette espèce de résistance. Quand une résistance vient de gens dont on sait depuis toujours qu'ils sont conservateurs, quand c'est porté par l'extrême droite qui a toujours été contre l'émancipation des femmes, on n'est pas étonné. Mais là, c'est venu de gens dont vraiment on n'imaginait pas qu'ils puissent être à ce point opposés à ce genre de choses.